Bienvenue à l'échiquier international. En dépit d'une canicule voilant une partie de la Méditerranée et le sud de l'Europe, une tempête non des moindres est sur le point de souffler, une tempête assez spéciale d'essence économique, à savoir le risque d'augmentation des prix du blé sur les marchés mondiaux, ou plutôt les futurs prix du blé, les futures, comme disent les observateurs de la bourse. En effet, l'accord sur les exportations ukrainiennes de la céréale n'est plus garanti à compter de ce soir. Les pourparlers avec la Russie et une médiation turque n'ont pas abouti. D'après Moscou, aucune demande russe n'a été prise en compte. Un accord renouvelé par 2 fois qui a permis de faire sortir 33 millions de tonnes de céréales des ports ukrainiens malgré le conflit. Des céréales comme le blé pour prévenir des famines et éviter notamment une envolée des prix sur les marchés mondiaux. L'ONU, l'Union européenne et les États-Unis pressent la Russie de reconduire l'entente céréalière. Vladimir Poutine a indiqué pour sa part qu'un non-renouvellement de l'accord ne signifierait pas un abandon de l'Afrique. Et voilà globalement de quoi il est question. Concernant l'échiquier international du jour, en avant pour les débats dans un court instant après le jingle. Justement, pour autoriser de nouvelles exportations ukrainiennes via la mer Noire, Moscou exige donc la levée des obstacles. On va voir lesquels avec nos invités du jour. Tout d'abord, en direct de Moscou, Karine Béché-Golovko, juriste, enseignante et spécialiste de la Russie. Bonsoir, madame. Bonsoir. Avec vous, on va tenter de mieux définir et mieux comprendre la position russe. Présent avec nous de Mostaganem, Lala Boukhalfa, expert agricole et alimentaire. Bonsoir monsieur, bienvenue. Bonsoir monsieur, merci pour l'invitation. C'est un plaisir. Mais avant d'entamer les échanges, plantons le décor avec ce court sujet signé Mohamed Wali Ben Chaban. Antonio Guterres. À quelques heures de l'expiration de l'accord céréalier de la mer Noire, jugé crucial pour l'alimentation mondiale, la Russie décide de mettre fin au corridor céréalier et pose ses conditions pour reconduire l'accord. Après la décision du Kremlin, les réactions se sont enchaînées. I deeply regret the decision by the Russian Federation. Je regrette profondément la décision de la Fédération de Russie de mettre fin à la mise en œuvre de l'initiative de la mer Noire, y compris le retrait des garanties de sécurité russes pour la navigation dans la partie nord-ouest de la mer Noire. Cette initiative a assuré le passage en toute sécurité de plus de 32 millions de tonnes de produits alimentaires depuis les ports ukrainiens. Le programme alimentaire mondial a expédié plus de 725 000 tonnes pour soutenir les opérations humanitaires. Via un post Twitter, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a fermement condamné la décision de Moscou. Le chef de la diplomatie étrangère de Bruxelles est désormais sur la même longueur d'onde et manifeste sa posture sur les révélations du Kremlin. Je suis vraiment désolé de dire qu'aujourd'hui, la Russie a refusé de prolonger cet accord et c'est quelque chose de très grave qui va créer beaucoup de problèmes pour de nombreuses personnes dans le monde. Nous, de notre côté, ferons tout ce que nous pouvons à travers nos voies de solidarité afin de rendre disponible le grain ukrainien. Ankara, de son côté, est convaincu que la Russie pourrait reconduire cet accord humanitaire. Malgré la déclaration faite aujourd'hui, je crois que mon ami Poutine, président de la Fédération de Russie, souhaite la poursuite de ce pan humanitaire de l'accord sur les céréales de la mer Noire. Le mois prochain, nous aurons l'occasion de discuter de toutes ces questions. Nous parlerons également de la manière dont nous pouvons agir pour ouvrir la voie à l'expédition de céréales et d'engrais russes. Aujourd'hui, à minuit, les accords de la mer Noire cessent d'être valides. La Russie demeure ferme à ce sujet. Les attaques sur le pont de Crimée ne font que compliquer l'existence. Justement, Karine Béché-Golovko, commençons par vous. Moscou, ces derniers jours, était plutôt réticent à la reconduite de l'accord. Maria Zakharova, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a prévenu que la Russie reviendrait immédiatement à l'accord dès que ses
conditions seraient satisfaites. Quelles sont justement ces conditions ? Alors, effectivement, l'accord, lorsqu'il a été conclu à l'époque, sous l'égide de l'ONU, avec la Turquie et l'Ukraine, comportait d'un côté, effectivement, une garantie pour la sortie des céréales ukrainiennes vers le marché mondial, mais en contrepartie, puisque nous sommes quand même dans une zone de conflit et que ces pays sont dans un bloc qui est opposé à celui de la Russie, en contrepartie, il y avait certains avantages qui devaient être donnés à la Russie, puisque si l'on parle de lutte contre la famine, dans ce cas-là, il était logique, effectivement, notamment de lever certaines sanctions et de réouvrir le marché mondial aux produits agricoles russes. Malgré on va dire un certain travail d'entremise à peu près de l'ONU qui n'a strictement aucun poids politique, rien n'a été fait. Parallèlement à ça, se posait également la question de la reconnexion au système SWIFT de certaines banques russes qui sont liées au domaine agricole. Donc, soit il y avait réellement une volonté, on va dire, de lutter contre la famine, d'éviter un envol des marchés céréaliers, et dans ce cas-là, l'Occident aurait dû remplir sa part du marché. Or, l'on voit que ça n'a absolument pas été rempli. Par ailleurs, il faut quand même pas oublier qu'une infime partie des céréales sorties d'Ukraine vont finalement arriver vers les pays qui en avaient réellement besoin. Elles sont principalement allées vers les pays occidentaux, ce qui a permis de soutenir l'économie occidentale et le marché occidental. Justement, la fin du monde. Justement, pour revenir aux obstacles avec vous, cette fois, la Bouchalfa, Moscou demande leur levée comme les exportations de ces céréales ou de ces engrais, surtout la réintégration de la banque russe agricole Roselkhozbank au système de paiement SWIFT, des demandes qui ne semblent pas être prises en compte par le camp occidental. Monsieur Lala Bouchalfa, vous êtes avec nous ? Oui, je suis avec vous. Effectivement, ce qu'a dit madame, il y a pratiquement des explications que la Russie a utilisées comme arme dans ce conflit. Tout d'abord, les accords qui n'ont pas été respectés, puisque cet accord-là, concernant l'exportation de quantités importantes de céréales, et c'est conditionné que certaines mesures seront levées. C'est des contraintes qui ont été, des obstacles qui ont été au début contre la Russie. Il y a cette exigence-là. Malheureusement, ça n'a pas été respecté. Et c'est pour cette raison la Russie retrouve aujourd'hui cette explication qu'elle utilise comme une arme dans le cadre de ce conflit. Mais avant, je pense, d'aborder ce sujet, il serait peut-être préférable de définir l'Ukraine dans la production des céréales. Donc l'Ukraine, c'est un pays producteur de céréales par excellence. Et il a réservé une superficie de plus de 7 millions d'hectares spécialement pour la production de blé, de l'orge, surtout les graines oléagineuses telles que le tournesol, le colza et pas mal d'autres produits. Donc, il occupe le 8e rang mondialement en matière de production de blé, et c'est après les États-Unis, la Chine, le Brésil et l'Argentine. Il occupe également le 5e rang en matière de production de maïs, puisque l'Ukraine, c'est pas le pays qui est spécialisé en blé, il est spécialisé surtout en maïs. Il est le 5e pays producteur au monde en matière de maïs. Il arrive à produire plus de 35 millions de tonnes. Très bien. Restons sur les obstacles, justement. Moi, je voulais plus vous entendre sur les obstacles. Oui, pour les obstacles, comme ça a été défini par la dame qui est présente avec vous, tout d'abord, il a évoqué le problème de la levée des obstacles. Donc, il utilise le blocage et le non-renouvellement de ce contrat-là, de cet accord, jusqu'à la levée des réserves concernant le blocage contre la Russie.
concernant l'exportation de ces produits alimentaires et surtout les engrais. D'accord. Le deuxième point qui est aussi de taille, ça concerne le pourcentage des quantités orientées vers les pays pauvres, surtout les pays africains. D'après la Russie, ça ne dépasse pas les 3%, alors que l'Europe estime ça à 49%. Je rappelle que vous êtes... qui a raison, c'est la Russie ou bien... Je rappelle que vous êtes... Apparemment, la Russie, d'après ces chiffres, le pourcentage de blé est orienté vers les pays pauvres, surtout les pays africains. Les pays africains, vous avez la Tunisie, vous avez la Libye, vous avez le Nigeria et la Somalie, tous ces pays s'approvisionnent avec des quantités importantes, il y a même de 40% en blé à partir de l'Ukraine. Monsieur Lala Bokhalfa, je rappelle que vous êtes expert agricole, donc je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet. En un an, le corridor maritime de la mer Noire a permis d'exporter 33 millions de tonnes de grains. L'annonce faite par Moscou aujourd'hui ouvre une période malgré tout d'incertitude, mais il semble que les marchés se sont préparés et ont immédiatement réagi. Plus de 4% sur Euronext et 4% également sur la bourse de Chicago pour les cours du blé et du maïs. Il y a un an, par exemple, la tonne de blé se négociait à 350 € la tonne. Aujourd'hui, nous sommes à peu près 235 à peu près. On peut dire que les marchés semblent s'être adaptés au conflit ukrainien, ou c'est une vue de l'esprit. Qu'en pensez-vous ? Effectivement, ça se fait dans tous les pays, c'est-à-dire on profite de situations pareilles pour essayer d'augmenter les prix. On obéit aux conditions du marché de l'offre et de la demande. La part qu'exporte l'Ukraine vers les pays, c'est pratiquement 32 à 33 millions de tonnes. Ça fait, vous avez le blé, vous avez le maïs, vous avez même les grains de tournesol, de colza. D'accord. Et toutes ces matières-là sont incluses dans la quantité des 33 millions de tonnes. Donc les gens profitent de cette opportunité pour augmenter leur production. On va en parler. Karine Béché-Golovko, vous vivez à Moscou, je le rappelle, vous les entendez de là où vous êtes, les critiques occidentales à l'endroit du président russe Vladimir Poutine, cette rengaine qui consiste à dire que la suspension de l'accord fait partie de l'arsenal de guerre psychologique de Poutine. Il brandit l'arme alimentaire pour faire bouger les lignes des soutiens occidentaux envers l'Ukraine. Un commentaire. On va dire comme reproche, puisque si effectivement l'arme alimentaire est utilisée, elle est utilisée par les pays de l'Occident, parce que qui les empêchait de remplir leurs obligations? Dans ce cas-là, la Russie n'aurait eu certainement aucune raison de refuser la reconduction de cet accord céréalier. Rappelons-nous quand même que déjà la dernière fois, elle avait menacé de ne pas reconduire si les autres pays membres, c'est-à-dire les pays européens notamment, ne remplissaient pas leur part d'obligation. Elle a quand même reconduit. Et en fait, si vous voulez, cette façon de vouloir éviter le conflit là où il n'est absolument pas nécessaire a été interprétée comme un geste de faiblesse. Nous sommes malheureusement confrontés à on va dire, à une réduction, une régression de la diplomatie en Occident qui fait assez mal au cœur à voir pour moi en tant que Française. Parce que justement, ils ne comprennent plus que la force. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la Russie finalement a dit maintenant ça suffit, dans ce cas-là, ils se réveillent. Mais avant, alors qu'elle disait allez-y, remplissez vos obligations et dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, on continue à garantir le corridor et les céréales continueraient à circuler même si elles n'arrivent pas en fait en Afrique, ça n'avait pas été pris au sérieux. Donc c'est aussi ce que l'on voit, c'est un échec de la diplomatie occidentale aujourd'hui dont le niveau a quand même très très sérieusement baissé. Lala Bokhalfa, il y a quelque chose que j'aimerais ce soir comprendre davantage avec vous. Le déclenchement de la guerre en Ukraine, il y a des mois, avait suscité une envolée des cours des céréales à cause d'une peur, d'une rupture d'approvisionnement, notamment les cours ont flambé. Mais est-ce qu'aujourd'hui, avec la finance mondialisée, les jeux de vente et d'achat
par des gros acteurs financiers ou de fonds puissants spéculatifs, est-ce que la hausse des cours n'est pas surtout due aussi à la spéculation de certains gros investisseurs qui profitent de ces conflits pour engranger des plus-values? Je vous pose la question. Effectivement, ça c'est le secret des pratiques commerciales. C'est tout à fait logique. C'est-à-dire les gens tirent profit de situations pareilles. Lorsque vous avez des conflits comme ça, il y a des gens qui tirent profit. Et la Russie également. Elle essaie d'utiliser l'accord-là comme moyen pour essayer de trouver des solutions à ces problèmes. Peut-être je me suis mal fait comprendre. Monsieur Lala Bokhalfa, je me suis peut-être mal fait comprendre. Je vous posais la question pour vous dire, est-ce qu'il n'y a pas une plus profonde déconnexion concrète entre les marchés boursiers mondiaux et le terrain? Est-ce que le hiatus n'est pas de plus en plus élargi? Le problème là se pose entre les pays riches et les pays pauvres. La production des céréales elle est détenue par les pays riches. Vous avez la Chine, vous avez les États-Unis, vous avez l'Ukraine, vous avez pratiquement les 10 premiers producteurs au monde de céréales, c'est des pays riches. Malheureusement, les gens qui sont victimes, c'est les pays pauvres, comme les pays arabes, les pays africains. Donc, les pays arabes et africains sont devenus une cible entre le conflit des deux grandes puissances. Donc, dans ce cadre-là, moi je trouve ça c'est tout à fait logique. Les gens essayent de tirer profit, mais ça sera une leçon pour les autres pays d'essayer de réfléchir dès maintenant comment assurer leur sécurité alimentaire. Je cite le cas de l'Algérie. L'Algérie est en mesure de produire ses propres besoins alors qu'on est le deuxième pays importateur de céréales en Afrique. On est le 4e au monde. Alors on a les moyens, on a les capacités de produire et de devenir un pays concurrent par rapport à ce produit. Il faut qu'on tire une leçon de ce conflit-là pour essayer à l'avenir de réfléchir comment essayer de produire notre propre alimentation au lieu de compter sur les importations. Le message est entendu. Karine Béché-Golovko, sur un autre aspect, une nouvelle attaque a eu lieu hier sur le pont de Crimée revendiquée par Kiev. Moscou a prévenu que la suspension de l'accord céréalier n'avait rien à voir avec cette attaque. Une explosion par, semble-t-il, des drones qui a endommagé le pont de Crimée, tuant un couple qui circulait en voiture et blessant leur fille. Dans cette guerre, les Ukrainiens semblent chercher des succès où ils le peuvent. Et la Crimée n'est pas un choix par hasard, puisqu'il y a un rapport spécial, voire une susceptibilité russe sur la Crimée. Alors, la Crimée est effectivement un sujet extrêmement sensible, et pour l'Ukraine et les États-Unis et pour la Russie. Pour l'Ukraine et les États-Unis parce que lorsque en 2014, suite au Maïdan organisé par les Américains et avec le soutien des Européens, l'État ukrainien a explosé, les habitants de Crimée ont par référendum décidé dans ce cas-là d'une part d'abord de sortir de l'État ukrainien qui juridiquement n'existait plus alors et d'entrer ensuite dans la Fédération de Russie. Donc c'était la première fois où suite à une révolution de couleur qui a été organisée dans un pays dans l'espace post-soviétique, les États-Unis ont perdu une partie du territoire. Donc pour eux, la Crimée est extrêmement symbolique. Pour la Russie, c'est symbolique aussi, puisque c'est le retour au foyer d'une terre historique. Et ça a été aussi un symbole pour les habitants du Donbass qui, eux, malheureusement, ont dû entrer en fait dans un combat pour défendre leur terre et défendre leur vie. Donc, effectivement, le pont de Crimée est extrêmement symbolique puisqu'il relie la presqu'île à la terre-mer. Maintenant, comme il y a des nouveaux territoires qui ont été libérés, de toute manière, l'accès à la Crimée n'est pas bloqué, même si le pont est endommagé. Mais au-delà de ça, il commence à y avoir des informations intéressantes qui sortent et qui sont sorties ce soir aux informations télévisées en Russie, notamment
le fait que les drones marins dont vous parliez, il semblerait qu'ils soient de production britannique. Donc, la question de l'instrumentation, de l'implication aussi du MI6 a directement été visée, par exemple, aux informations ce soir. Donc, il y a effectivement, derrière ce conflit en Ukraine, une dimension qui est malheureusement largement cachée en Europe, en Occident, puisque ce conflit est montré un peu comme ce pauvre petit peuple ukrainien qui tout seul se relève contre la méchante Russie. Or, l'on voit qu'il s'agit en fait d'instructeurs occidentaux, qu'il s'agit d'armes occidentales, qu'il s'agit de renseignements occidentaux et que malheureusement les Ukrainiens, en tout cas une partie d'entre eux, sont instrumentalisés dans ce conflit. Donc il y aura effectivement, et le président russe Vladimir Poutine l'a annoncé lors de la réunion exceptionnelle du Conseil de sécurité ce soir, que le ministère de la Défense doit présenter les réponses à apporter, sachant que c'est la deuxième attaque et tout doit être fait en sorte pour qu'il n'y en ait pas une troisième. Donc nous sommes effectivement toujours dans cette phase d'escalade. Je ne dirais pas que l'Ukraine tape où elle peut. L'Ukraine tape à peu près partout. En tout cas, elle est conduite et elle est là pour ça, pour taper partout. Il y a quand même une intensité du combat mené du côté de l'armée atlantico-ukrainienne qui est quand même importante. La Russie maintient le front, arrive à avancer sur certains points, mais elle se retrouve confrontée réellement à autre chose qu'une armée ukrainienne. C'est réellement une armée atlantico-ukrainienne en face d'elle. Et n'oublions pas non plus que tous les actes de terrorisme ont toujours accompagné les conflits armés, quels qu'ils soient. C'est malheureusement une des composantes et comme dans tout conflit armé, malheureusement, les sites civils et les civils eux-mêmes font les frais. C'est quelque chose d'absolument incontournable. On ne peut pas obtenir le risque zéro lorsqu'il y a une guerre. Il faut comprendre aussi qu'au moment, en tout cas aujourd'hui, quand le pont de Crimée était attaqué parallèlement, il y avait une énorme attaque de drones lancée également sur Sébastopol, aussi en Crimée. Donc oui, il y a réellement un combat qui est très 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 intense et qui monte en intensité et l'on voit une implication de plus en plus forte des pays de l'OTAN dans ce conflit, une implication de plus en plus directe et on peut se demander jusqu'où sont-ils prêts à aller finalement. Lala Bokhalfa, on a vite fait de presser la Russie de reconduire l'accord en question, comme le secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui évoque le cas de l'Afrique, dont la rareté de la denrée alimentaire pourrait avoir des conséquences graves. Aujourd'hui, selon l'ONU, 60 millions de personnes seraient en insécurité alimentaire à l'échelle du continent africain. Le président russe a pris la balle au bond en disant qu'il était prêt à livrer gratuitement certains pays en difficulté comme le Soudan, la Somalie et l'Éthiopie. Une annonce faite d'ailleurs avant le sommet Afrique-Russie de la semaine prochaine à Saint-Pétersbourg où les questions alimentaires seront largement abordées. Moi, personnellement, je ne pense pas que ce cas-là s'inscrit dans un cadre sentimental. C'est d'intérêt personnel, d'intérêt des pays. Je ne pense pas que les Américains ou bien les Européens vont s'inquiéter pour l'alimentation des pays pauvres. Je ne pense pas qu'ils vont le faire. Et la Russie ne va pas le céder sans offrir des conflits de guerre entre les deux puissances et les victimes, je pense, c'est les pays pauvres qui vont payer. Donc, ce sentiment-là, ou cette provocation, bien le cas qui a été évoqué par les Américains et les Européens, je pense que c'est pour mettre à genoux la Russie et sortir vainqueur. Dans cette guerre-là, il y a eu le conflit de la Russie et l'Ukraine. Donc, les pays pauvres, soit arabes, soit africains, sont victimes. Et s'ils ne vont pas tirer le leçon de ce conflit-là pour essayer d'assurer à l'avenir leur sécurité alimentaire, ils resteront toujours des victimes. D'accord. Karine Béché-Golovko, le mot de la fin vous revient. Comment se porte la Russie ? Honnêtement, c'est-à-dire après des mois de guerre, après l'épisode Primogine, après, je ne sais pas, l'attaque de drones sur le Kremlin, après les sanctions qui continuent d'ailleurs à l'endroit de la Russie, comment se porte la Russie, le peuple russe ? Quelle est l'ambiance là-bas ? L'ambiance ici est bonne.
aussi étrange que cela puisse sembler, parce que je veux dire que tous ces actes qui sont des actes d'agression envers la Russie. Rappelons quand même que ce n'est pas elle qui a lancé ce conflit en 2014, ce n'est pas elle qui a armé l'Ukraine, ce n'est pas elle qui a attaqué le Donbass. Donc, le curseur, vous le mettez en 2014, parce que je le mets en 2014. Sur le plan militaire en 2014, sur le plan politique en 2004 avec la révolution orange, c'est la première fois en fait où l'OSCE a cassé le système politique ukrainien. Mais réellement, ça a été brisé en 2014. Ce qui se passe aujourd'hui, en fait, c'est une prolongation. Et la Russie se porte, je dirais même étrangement de mieux en mieux, parce que elle, qui était rentrée de plein pied dans la globalisation, commence à en sortir, commence justement à penser aussi à sa sécurité et à sa souveraineté dans ses différentes dimensions, à relancer la production agricole, relancer la production industrielle et à ne pas mettre en place un modèle économique qui est basé sur l'importation. Donc, de ce côté-là, il y a un ménage qui est fait. Il y a un ménage également qui se fait au niveau petit à petit et très lentement, évidemment, au niveau des élites, parce que beaucoup d'élites globalistes se sont vraiment installées après la chute de l'Union soviétique. Et aujourd'hui, le clan globaliste étant passé réellement et ouvertement dans l'agression, ces élites globalistes, même en Russie, ne peuvent plus se permettre d'être globalistes. Voilà, ça sera en guise de conclusion. Très bien, c'est entendu, le message est entendu. Karine Béché-Golovko, merci d'avoir été des nôtres. Je rappelle que vous êtes juriste et enseignante et que vous vivez à Moscou, donc vos éclaircissements ont été les bienvenus, comme à chaque fois. Et je tiens à remercier Lala Boukhalfa, expert agricole et alimentaire. Merci d'avoir été des nôtres, monsieur. Voilà, très bien, on le remercie. Voilà, chers téléspectateurs, l'échiquier international, c'est fini pour aujourd'hui. À retrouver demain, même heure et même chaîne. Et d'ici là, je vous souhaite une agréable soirée.